Royal FM. 24h sur 24. 24h sur 24. Le point littéraire et artistique. Le point littéraire et artistique. C'est un nouveau mardi pour une nouvelle balade au cœur de la culture camerounaise. Les 2 heures qui vont commencer, et d'ailleurs ont commencé, il faut le dire, vont vous permettre sûrement de découvrir de nombreuses surprises. D'abord à la première heure, nous avons rendez-vous avec l'auteur. Son nom, Michel Carrel-Mang. Il est l'invité littéraire. Il est là pour nous présenter son livre qui a pour titre « Pour l'efflorescence nationale ». Un essai sur l'insertion sociale des jeunes Camerounais pour le développement. Pour la deuxième heure, nous aurons l'ensemble des informations culturelles de l'heure. L'art en lumière qui est l'art divinatoire. Nous irons chercher de quoi il en retourne. Les dernières heures de la rentrée culturelle et artistique vous seront bien évidemment servies. Bienvenue, messieurs et dames. Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire et artistique. Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire et artistique innove. C'est désormais tous les mardis de 21h à 23h et toujours une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 2 heures, vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire et artistique, c'est aussi l'actualité des événements culturels et l'ensemble des arts avec en prime un zoom sur qui les acteurs animent. Prenez le rendez-vous tous les mardis, intervalle 21h, 23h avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique, la première heure. La première heure. Le point littéraire et artistique, voici le profil de l'auteur. Voici le profil de l'auteur. Michel Carrel-Mang est un entrepreneur. Il est chef d'entreprise. Il est diplômé de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé de Soie, option ingénierie économique et financière. Il est le fondateur de Miroir d'Afrique, qui est une organisation œuvrant en Afrique, notamment au Cameroun pour l'insertion et la réinsertion sociale des détenus. Pour tout dire, pour l'efflorescence nationale, qui est un essai sur l'insertion sociale des jeunes Camerounais pour le développement, pour l'auteur, il faut le rappeler, la concrétisation de la vision de développement du Cameroun passe par une insertion sociale des jeunes qui composent la majorité de la population. Il en appelle donc à la mobilisation et à l'engagement de tous les jeunes, quel que soit leur niveau social.
À la cause du progrès national, il élabore un projet d'insertion socio-professionnelle à l'endroit des jeunes Camerounais adaptés à la situation socio-économique du pays, qu'il intègre à un système économique novateur, tributaire d'une idéologie d'intégration. Le tout reposant sur des valeurs propres à l'essence africaine. Ainsi, la mise en œuvre des réformes novatrices devrait conduire à l'éclosion d'une société de devoir propice à l'émancipation et à l'accomplissement et à la réalisation des hommes dans la société pour leur épanouissement. My love is strong as a lion, soft as the cotton you lying. Times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. Je rappelle que l'émission est disponible sur Facebook, sur l'adresse Royal FM Espace Cameroun. Et vous pouvez nous regarder en direct, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Mais l'émission est également diffusée sur la 428.4. Nous accueillons l'invité, Michel Carelman. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Foucault et merci de m'avoir invité à cette émission. C'est un plaisir de vous recevoir. On peut comprendre, vous êtes là malgré la grande pluie qui s'abat sur la cité capitale. Oui, effectivement, il y a eu une grande pluie. Je me suis demandé à un moment donné si j'allais pouvoir être là. Mais la nature a voulu que la pluie s'arrête juste à temps pour que je sois effectivement là et que je réponde présent à ce rendez-vous. Cela démontre déjà votre maturité, peut-être au niveau de votre moralité. Vous avez un devoir, vous l'accomplissez. C'est déjà cela. C'est difficile d'avoir quand même aujourd'hui encore des personnes qui remplissent l'ensemble de leurs obligations. C'est une question de discipline qu'on cultive chaque jour, de se dire que quand on a quelque chose à faire, il faut le faire. Quand on a pris un engagement, il faut le respecter. Et donc, vous m'avez convié généreusement à cette émission depuis déjà quelques jours. Je n'avais pas le droit, par rapport au climat, de prendre comme prétexte ce climat-là pour ne pas être là. Et donc, je suis là, je suis très content d'être là. On va dévorer ce livre. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un jeune écrivain? J'imagine que vous êtes à votre premier coup d'essai. Oui, disons oui, c'est effectivement mon premier livre. Bon, maintenant, en termes de jeune écrivain, si jeune écrivain, c'est dire une personne qui a déjà écrit une fois au plus un ouvrage, oui. Effectivement, je suis un jeune écrivain. Tout à fait. Pour l'efflorescence nationale, la parution, c'est en 2018. 2018. Donc, ça fait juste un peu plus d'un an déjà. Un peu plus d'un an. Oui. Alors, le livre essaie sur l'insertion sociale des jeunes Camerounais pour le développement. De quoi parle le livre? En fait, pour reconceptualiser les choses, j'aimerais d'abord clarifier le concept d'efflorescence nationale. Efflorescence nationale. Parce qu'il s'agit en fait d'un concept, il s'agit d'une notion que je décris comme l'environnement, c'est-à-dire comme l'aménagement des conditions environnementales propices à l'émancipation, à l'accomplissement et à la réalisation des hommes dans la société. Parce que nous postulons que toute personne ne puisse concrètement s'épanouir, concrètement s'émanciper et se développer dans un environnement qui lui soit propre. C'est-à-dire qu'il faudrait que les conditions optimales soient réunies pour qu'une personne puisse naturellement se développer. Einstein disait par exemple dans le même sens, je ne peux rien apprendre à mes étudiants, mais créer les conditions pour qu'eux-mêmes ils puissent apprendre. Et donc pour que une société puisse s'épanouir, il faudrait qu'elle soit configurée dans un cadre qui sied aux personnes qui peuplent cette société-là, aux personnes qui meublent cette société-là. Et donc l'efflorescence nationale est l'ensemble des aménagements sociétals propices à l'émancipation, à l'accomplissement et à la réalisation des hommes dans la société. C'est une progression. On est d'abord émancipé d'un point de vue psychologique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue culturel. Ensuite, on s'accomplit, on définit une vision pour soi-même, pour le devenir de la société dans laquelle on évolue. Et de cette vision-là, sur la base de conviction, on se réalise. Tout à fait. On ne devient pas seulement grand en un seul jour, c'est échelle par échelle, c'est échelon par échelon. Et donc l'efflorescence nationale traite donc de l'aménagement de ces conditions-là, avec le souci
d'insertion sociale des jeunes. Il ne s'agit pas d'une insertion socio-professionnelle vulgaire. Il s'agit d'une insertion sociale pour le développement. Ça change tout. Vous savez, souvent, quelqu'un peut accéder à un emploi, mais cet emploi-là ne reflète pas forcément la création de richesses pour toute la société. Ici, nous parlons d'une insertion qui soit utilitaire. Utilitaire non seulement pour celui qui s'insère, mais aussi pour sa communauté en général. Et donc, nous essayons de développer une panoplie de propositions pour qu'aujourd'hui les jeunes puissent s'insérer et travailler dans un cadre qui leur soit propre et qui puissent s'épanouir dans ce travail-là pour l'efflorescence de toute la communauté. On imagine bien que c'est un concept sur lequel vous travaillez depuis pas mal de temps, donc ça n'a pas été difficile d'abord de choisir le titre de l'ouvrage, encore moins de l'écrire. Oui, il faut le dire, cet ouvrage est fortement inspiré de ma propre expérience socio-professionnelle. Ça fait depuis quelques années déjà que j'évolue dans l'entrepreneuriat, entrepreneuriat social, s'il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai fondé, comme vous l'avez si bien souligné dans ma présentation, une organisation, une association, Miroir d'Afrique, qui œuvre à la réinsertion sociale des détenus. C'est une œuvre que j'ai engagée avec quelques camarades quand j'étais encore sur les bancs de lycée, où nous avions déjà envie en fait d'apporter une contribution substantielle à notre environnement. Nous ne voulions pas que notre temps soit juste consacré aux sorties, mais aussi qu'il revête un caractère utilitaire, comme je l'ai dit, aussi bien pour nous-mêmes que pour les gens autour de nous. Et donc, nous avons engagé cette œuvre sociale et nous avons rencontré un certain nombre de difficultés, aussi bien sur le terrain d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue des rapports même interpersonnels, qui nous ont poussé à nous poser beaucoup de questions sur le pourquoi du non-développement de notre pays. Et cette suite de questionnements-là a conduit en fait à des réponses qui ont donné lieu à écrire cet ouvrage. Et donc effectivement, ça n'est pas juste venu comme ça. Je me rappelle quand je décide de commencer à écrire, je n'ai aucune idée en fait que je vais écrire. Ou bien sur la question. Non, j'ai aucune idée. D'où même mes réflexions vont me porter. Je n'ai aucune idée sur ce à quoi ça va me porter. Je me rappelle pour la petite histoire que j'ai envie de m'exprimer. J'ai envie d'exprimer le modèle de développement, le modèle d'insertion que j'expérimente déjà et que je trouve optimal bien. Mais comment faire pour aussi communiquer ça à d'autres jeunes? Comment faire partager en quelque sorte votre expérience? Partager mon expérience avec d'autres personnes. Il se trouve que je suis en ce moment en classe de terminale. C'est en classe de terminale et la prof de géographie, je me rappelle bien du coup, est en train de donner, est en train de dispenser son cours et puis elle dit, telle personne, je ne me rappelle plus du nom de l'écrivain, telle personne a dit, ouvrez les guillemets. Et donc on ouvre les guillemets, puis on est d'écrire et puis elle met en référence le titre de l'ouvrage. C'est pas que je ne savais pas, mais c'est là que je prends conscience que les discours, quand on dit peut-être quelqu'un a dit, en fait ça vient des livres. Donc les livres sont en fait un porte-voix. Les livres sont un moyen optimal d'expression. Et là tout de suite, je prends une feuille dans mon sac et je commence à écrire. Je laisse le cours. Je laisse le cours, j'abandonne le cours, je commence à mettre mon idée là sur papier. Sur papier directement. Pour ne pas oublier. Parce que je me rends compte, donc en fait il faut que j'écrive pour me faire comprendre, pour faire connaître ce que j'ai envie de dire. J'ai passé un trimestre catastrophique parce que j'étais tellement plongé dans vos écrits. Maintenant, lorsque vous dites qu'il s'agit pour vous de partager votre expérience, on imagine qu'elle n'a pas été facile, elle était difficile, jonchée de beaucoup de difficultés comme vous venez de le dire. On se serait peut-être attendu qu'il s'agit ici d'un plaidoyer en faveur des jeunes pour plaider, amener les uns et les autres à davantage affûter des politiques pour faciliter la tâche aux jeunes. Mais il s'agit ici pour vous de dire que les jeunes ont leur rôle à jouer dans cette affaire et qu'ils doivent jouer des rôles de premier plan. Il est difficile pour moi d'envisager des recommandations vis-à-vis de personnes dont je distingue très mal les tenants et les aboutissants. Je préfère me reposer sur quelque chose que je maîtrise mieux. De dire la jeunesse, je la connais, je suis jeune, je sais ce dont on a besoin et je connais quelles sont nos potentialités. Sur la base de nos potentialités, sur la base de ce que je sais
à quoi nous aspirons, sur la base de l'environnement dans lequel nous sommes, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, nous, pour sortir du carcan dans lequel nous sommes. Il n'est pas davantage important de dire ce que les autres doivent faire que de se dire d'abord qu'est-ce que nous, d'abord, on a à faire. Et c'est sur ça que je me suis concentré. Cela n'est pas à sous-entendre que je n'essaye pas de parler aussi à d'autres personnes. Le livre s'adresse aussi notamment aux politiques pour le réaménagement justement de certaines conditions. Mais à mon sens, le souffle doit venir d'abord des jeunes eux-mêmes parce qu'ils ont intérêt à ce que les choses changent positivement. Je parle d'une nécessaire révolution parce que révolution étant précurseur de progrès, mais pas une révolution dans la casse, pas une révolution dans l'anarchie, une révolution institutionnelle, une révolution à travers un cadre institutionnel qui nous permet de nous exprimer et de mettre en valeur toutes nos potentialités. Et donc, si nous nous engouffrons de manière massive dans les failles que le système nous offre pour nous exprimer, je pense que nous pouvons créer quelque chose de bon. Les jeunes doivent davantage doper leur intellect. Ils doivent être développés sur le plan psychologique et le plan intellectuel davantage. C'est une qualité que d'avoir des hommes accomplis quand même sur ces différents plans cités. Pas des hommes accomplis, vous parlez dans notre société? Des jeunes qui devraient davantage travailler leur intellect, qui devraient davantage s'affirmer en ce qui concerne la notion de développement qui ne doit pas être essentiellement matériel. Bien sûr. Puisque vous appuyez notamment sur les dires et l'ouvrage du professeur Ebenezer Njomole qui vous sert également d'escalier pour essayer d'expliquer ce que vous voulez faire comprendre finalement. Bien sûr, le développement n'est pas à confondre, la notion de développement n'est pas à confondre à la notion de croissance. C'est une notion différente. La croissance est une notion quantitative, le développement est une notion à la fois quantitative et qualitative. Et donc, effectivement, pour que la qualité suive la quantité, il faut qu'elle se repose sur une jeunesse assise intellectuellement, assise culturellement et scientifiquement. Et pour ça, justement, il faut beaucoup d'abnégation, mais il faut surtout une pointe de conviction et de vision par rapport à ce qu'on veut, par rapport à soi-même, par rapport à sa société. Aujourd'hui, on évolue avec une jeunesse qui majoritairement, très majoritairement, autant pour moi, ne sait pas tant ce qu'elle veut. Et c'est un problème. Parce que quelqu'un peut avoir tout le potentiel du monde, mais s'il ne sait pas où il a envie de partir, s'il ne sait pas comment il a envie d'y arriver, il peut y avoir des opportunités qu'il n'arrive pas à saisir. Il peut y avoir des livres devant lui, mais il ne les lit jamais. Pourtant, quand quelqu'un a la motivation, moi je vous disais encore tout à l'heure que quand je m'engageais dans l'écriture, je ne savais pas que je pouvais lire une dizaine d'ouvrages en quelques mois. Je ne savais pas. Déjà, je n'aimais pas la lecture. Mais sur la base de ce qui me motivait à écrire, j'ai pu trouver la force nécessaire pour pouvoir lire, me cultiver, apprendre davantage. Et donc, il faut que chacun sache ce qu'il veut concrètement. Et sur la base de ce qu'il veut là, qu'il se donne les moyens de ce qu'il veut pour pouvoir s'en sortir. En quelque sorte, vous demandez aux jeunes d'oser. Bien sûr. De ne pas toujours attendre que les pouvoirs publics participent. Il faut d'abord fournir ses propres efforts. Bien sûr. Comptez d'abord sur le fait qu'on est capable d'apporter parce qu'on a de la vigueur, parce qu'on est jeune, parce qu'on est ambitieux, parce qu'on peut réfléchir et qu'on peut apporter. Bien sûr. Bien sûr. Et je le martèle chaque jour parce que je mène aussi beaucoup de rencontres avec des jeunes. Je le martèle chaque jour. Il faut oser. Il faut oser. Il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on mette la main dans la pâte pour se dire qu'on est capable, on peut le faire. Tout à fait. Mais comment c'est aussi une question de conception de la réussite, de conception de l'évolution, de conception de la maturation. On n'est pas obligé, on n'est pas tenu d'évoluer en rang dispersé, on n'est pas obligé d'évoluer de manière individuelle. Nous pouvons nous mettre en groupe, et évoluer ensemble. Et moi, c'est ce que je prône. Je crois fermement à la force du groupe. Je crois fermement à la force de la communauté d'idées, dans le sens, pour les orienter dans un sens souhaité. Malheureusement, on arrive généralement à des jeunes qui, influencés par des
par des cultures extérieures qui n'ont rien à voir avec nos cultures, se retrouvent penser que s'ils réussissent, l'autre ne doit pas forcément réussir. C'est-à-dire que sa réussite n'est pas forcément tributaire de celle de l'autre. Et je pense que c'est une erreur. Donc, il faut que chaque personne arrête d'intérioriser la notion d'état-providence. Ça n'existe pas. C'est nous, les jeunes, qui devons nous constituer dans le secteur privé pour impulser une dynamique qui, à terme, devrait notamment permettre de changer les choses plus haut. Et pour ça, il y a des moyens d'y arriver. Il faut se mettre ensemble et il y a une manière optimale pour le faire. It's been so long since I felt this way. It feels so strong, but yet so strange. It seems so impossible. I can do it anyway. Here I stand, still so amazed, but I know there's so many perfect reasons why we can try. There's so many perfect questions that we can't deny. Il faut dire que votre livre, c'est plus d'une dizaine de chapitres quand même. Oui. Vous avez eu à dire. Et vous souhaitiez effectivement remplir 206 pages. Ce n'était pas plus un soin qu'une exigence littéraire par rapport justement aux essais. Quand je commençais, je me suis rapproché des aînés qui connaissaient déjà, donc j'ai appris à rédiger des thèses et notamment des essais. Et ça récède une certaine déontologie, une certaine déontologie littéraire à respecter, la rédaction des essais. Cette déontologie-là m'a conduit à davantage développer les thèmes sur lesquels je me posais déjà, davantage aussi, il y a eu plein de relectures, et chaque relecture me permettait de davantage argumenter, et cet argumentaire-là m'a conduit à 200 pages. On peut peut-être dire que c'est un travail de qualité puisque c'est publié aux éditions La Matin quand même. C'est une maison où pratiquement tous les auteurs francophones souhaitent, pas seulement au Cameroun, mais même en Afrique, et au-delà même de l'Afrique, tous les écrivains francophones souhaitent bel et bien publié à La Matin. C'est pas toujours donné. C'est vrai que c'est une maison très exigeante en termes justement de déontologie littéraire, en termes de contenu, en termes de proposition. Tout est passé au crible et pour qu'on accepte d'éditer à La Matin, on s'entend généralement que c'est un livre qui apporte une plus-value, un livre de qualité. Donc, je suis très satisfait du travail que j'ai pu accomplir. Cela m'a pris assez de temps. Mais une fois arrivé à ça, je suis très content. Vous êtes satisfait. Il faut dire que, surtout au chapitre 5, vous semblez faire comprendre que le libéralisme communautaire de Paul Biya est plutôt d'un enjeu positif pour la jeunesse qui doit oser. Qui a donc la possibilité, à travers un milieu plutôt propice, de créer, de se battre dans l'environnement. Oui, on est allé directement au libéralisme communautaire de... Ce sont des points que je prends parce qu'on ne va pas donner l'opportunité aux auditeurs de savoir tout ce qu'il y a dans le livre, parce qu'ils doivent forcément acheter le livre. On ressort quelques points essentiels pour donner un petit aperçu aux gens, pour qu'ils sachent en fait, de quoi il est question. Donc en fait, oui, dans notre ouvrage, nous faisons un parallèle avec, c'est-à-dire nous faisons des propositions. Vous jetez des fleurs au texte du chef de l'État? Oui, je jette des fleurs au chef de l'État, mais j'apporte aussi une certaine critique. J'apporte une certaine critique dans le sens, je trouve que l'idéologie, c'est-à-dire la pensée commune qu'il propose, est décontextualisée. Je trouve qu'elle ne pourrait pas, en fait, de manière suffisante, répondre aux aspirations des populations, parce que fortement inspirée d'une culture qui n'est pas la nôtre. Et comme je l'ai dit tantôt, dans mon concept d'efflorescence nationale, l'on ne peut se développer que dans un environnement qui nous soit propre, qui soit propice à notre essence personnelle. C'est-à-dire qu'ici, on parle d'essence africaine. J'y reviens longuement dans l'ouvrage. Mais il faut dire, je suis admiratif de l'ouvrage du président de la République parce que je l'ai lu, je l'ai trouvé, j'y ai trouvé plein de références, j'y ai trouvé une grande similitude entre ce que nous-mêmes nous proposons et ce que lui aussi
a proposé, mais qu'il implémente encore jusqu'aujourd'hui. Mais vous révélez également que dans votre texte, vous révélez quand même que le taux de pauvreté est assez élevé, oui, assez énorme. C'est pour ça justement que je vous parle de critique. C'est-à-dire que dans la forme, on pensait que c'est bien, mais dans le fond, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'un système d'idées aussi bien conçu ne produit pas des effets escomptés? La vérité, c'est que tel on pense, tel on programme et tel on agit. C'est-à-dire, il est difficile que vous ayez de bonnes pensées et qu'elles ne produisent pas de bonnes actions. Tout à fait. Et une idéologie est la pensée d'une communauté. Et donc, on a dicté une idéologie qui devait nous sortir de certaines difficultés. Mais plus tard, on se rend compte qu'on est toujours embrigadé dans des difficultés qu'on ne comprend pas. Et donc, on essaie de lever l'équivoque. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le libéralisme communautaire de M. Biya? Et dans quel sens est-ce que nos propositions seraient beaucoup plus idoines par rapport à ce qui a déjà été proposé? Et donc, nous faisons un décryptage de cette idéologie que nous mettons en parallèle avec la nôtre pour en ressortir quelque chose de bien. De fondamental. Oui. Il faut dire que le livre est également, pour vous, vous semblez répondre à ceux qui estiment que non, on ne peut rien, on doit forcément travailler dans la fonction publique, on n'a pas suffisamment de moyens, on n'a pas d'argent pour créer. Vous semblez dire que non, tout dépend de la volonté, et que s'il y a la volonté et des idées à maturer, cela peut produire quelque chose. Oui, cela peut produire quelque chose. Je ne m'arrête pas juste à dire que s'il y a des idées. Je vous l'ai dit, je ne suis pas juste... Je n'aime pas... il y a beaucoup d'aînés, généralement, qui parlent beaucoup. Mais on n'a pas souvent vu... Sur les plateaux télé, oui, on n'a pas souvent vu les effets de ce qu'ils parlent. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas que parler, je parle et j'agis en même temps. C'est-à-dire, j'essaye d'expérimenter ce que je propose. Et c'est sur la base de cette expérimentation-là que je propose quelque chose pour qu'on aille dans un sens souhaité. La configuration sociétale dans laquelle nous sommes nous conduit en fait à être de plus en plus individualiste. C'est une mauvaise manière de voir les choses parce qu'elle est non productive, elle est même contre-productive pour notre société. C'est pour cela que je propose que nous allons plutôt en regroupement, en association. En association pour que ensemble nous puissions faire quelque chose de bien. Et c'est dans ce sens-là que je dis, une seule personne pourrait ne pas changer quelque chose, mais plusieurs personnes, plusieurs idées, elles peuvent changer quelque chose. Si aujourd'hui des personnes, je parle longuement dans mon ouvrage des mouvements associatifs, que je mets en exergue, comme outil de manifestation du devoir de solidarité dans la société. Et donc, dans ce sens-là, je convie les jeunes à se tourner davantage vers les mouvements associatifs qui, après maturation, donnent lieu à la création d'ONG qui permettent de se mettre à l'abri de l'urgence, tout au moins ça. Et les associations permettent de créer des richesses. Il n'est pas question ici d'orienter les gens vers quelque chose qu'ils le font déjà naturellement. En fait, nous aimons déjà nous réunir en communauté, naturellement. On peut parler de réunion, on peut parler de tontine, des amicales de 2 euros. Mais en fait, les gens se réunissent, mais sans vision de la réunion qu'ils font. Donc de la tontine, de la réunion, on peut avoir un véritable projet qui... Je pense que c'est même le projet. En fait, ces réunions solidaires-là, c'est même ça le projet sociétal en lui-même. De se dire que nous devons reconfigurer notre système financier sur la base d'un système qui nous semble beaucoup plus, digeste. Les tontines, par exemple, il faut ramener, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir institutionnaliser ce système-là pour que nous puissions en profiter parce que nous le faisons déjà naturellement. Sans le savoir. Sans le savoir. Malgré, vous savez, je mets en avant dans mon ouvrage, je distingue 3 catégories d'associations. Et il y a des associations de développement, appelées associations ONG. Généralement, ce sont des organisations assez hétérogènes. Il y a des associations tontines, financières, il y a d'autres qui ont plus une vocation amicale. C'est-à-dire, vous allez entendre de 2-0, des jeunes. C'est 3 types d'associations différentes, mais configurées structurées dans une seule... il y a une seule configuration législative qui consacre
ces 3 types d'associations-là. C'est aussi une manière de dire qu'il va falloir que notre loi évolue. Oui. Selon ce que nous faisons, il y a une attitude, il y a une discipline à adopter pour que cela produise des résultats qui soient bons. Et donc, il n'est plus question de se dire à un certain âge, allons juste nous réunir pour faire passer du temps, mais mettons nos réunions à profit pour que cela puisse aussi impacter de manière positive dans notre communauté et aussi pour ses propres membres. Peut-être il faut rappeler qu'il y a parfois des ONG ou des GIC. C'était beaucoup plus dans le secteur agricole qui faisaient parfois les beaux jours de ces agriculteurs, mais d'un autre côté, il y en avait qui se retrouvaient un tout petit peu embrigadés dans une affaire où ils ne tiraient pas toujours profit de cette association-là. Donc aujourd'hui, peut-être il faut mieux structurer, mieux organiser, formaliser, de telle sorte que tout le monde puisse se retrouver effectivement dans ce projet-là. Je vais tout à l'heure, parce que nous allons prendre la prochaine rubrique. Tout à l'heure, il sera question de savoir si votre livre, ce que vous proposez, s'inscrit en parfaite harmonie ou alors en étroite dynamique avec la volonté, non seulement de développement du Cameroun, et au moment où on parle du dialogue national, où on parle effectivement des questions de décentralisation, on parle des questions de développement, on veut donner une nouvelle trajectoire à notre République. Le point littéraire et artistique, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Avant de retrouver notre invité du soir, je vous propose un livre qu'il faut absolument découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et peut-être redécouvrir pour d'autres. Eh bien, le livre a pour titre « Peau noire, masque blanc ». C'est Franck Fanon qui l'a écrit. Il faut dire que la décolonisation faite notamment, cet essai de compréhension du rapport noir-blanc garde toute valeur prophétique car le racisme, malgré les horreurs dont il comble ou a comblé le monde, reste un problème d'avenir. Il est ici abordé et combattu de front. C'est toutes les ressources et les sciences de l'homme et avec la passion de celui qui allait devenir un maître à penser pour beaucoup d'intellectuels. Paru aux éditions du Seuil en 1952, dans la collection La Condition humaine, Peau noire, masque blanc, est désormais passé dans le domaine public au Canada et fait dorénavant partie des classiques des sciences sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il faut dire que Franck Fanon, c'est un livre que nous vous proposons de cet auteur justement, Peau noire, masque blanc. Il faut le lire absolument. Et vous serez notamment édifié sur la question de la décolonisation et même sur le néocolonialisme. Le point littéraire et artistique, une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Et il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment sont. Il y a des gens divers et il y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Et il y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la haute et il y a des gens d'en bas. Il y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Il y a des gens valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la nuit, il y a des gens du matin, des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Il y a des gens qui saoulent et des gens soulageants,
des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et il y a des gens changeants, et il y a des gens stables, des affligeants et des remarquables, des gens de l'Est, des gens à l'Ouest, des gens qui vont, d'autres qui restent, et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors, et il y a des gens heureux, et d'autres qui brassent de l'or. Et il y a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Il y a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Il y a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Il y a des gens... Est-ce que Michel Carrel-Lemang a des auteurs de référence qui vous ont inspiré à un certain moment, qui vous ont donné l'envie d'écrire finalement? Est-ce qu'il y a des auteurs comme ça? Oui, monsieur Ebenezer Diomwele. Oui, surtout puisque vous le prenez à référence d'ailleurs dans votre texte. Je l'ai beaucoup lu, monsieur Ebenezer Diomwele. En terminale? Oui, en terminale. C'était la grande révolution, Ebenezer Diomwele, de la médiocrité à l'excellence. Un texte qui a marqué pas mal de jeunes et moi Camerounais. Aussi, et moi aussi, je l'ai beaucoup lu, je l'ai relu encore. Et à partir de là, j'ai commencé à beaucoup suivre monsieur Ebenezer Diomwele sur le net. Il m'a beaucoup intéressé. Il m'a beaucoup intéressé par rapport à sa manière de voir les choses. Il y a aussi... en termes d'auteur, dire que professeur Mathias Onangeni, lui aussi... davantage des articles. Oui. Davantage les articles, ses points de vue, ses positions m'ont beaucoup inspiré. J'ai aussi pas mal lu quelques chefs d'État, notamment M. Abdoulaye Wade, M. Biya aussi, notamment. La communauté, je veux dire, le communautarisme, le libéralisme communautaire, qui a été, il faut le dire, réédité. Oui, qui a été réédité. Bon, je peux m'arrêter là, donc voilà les personnes qui m'ont assez inspiré. Il faut dire que c'est Karl Tchakoutio qui nous écoute, il demande comment faire pour devenir auteur. J'imagine bien que la question est à l'auteur. Comment faire pour devenir auteur? C'est une question d'abord de volonté et de discipline. Vous voyez? Parce que écrire un ouvrage, on n'écrit pas un ouvrage en un jour. On écrit pas un ouvrage en une semaine. Et si vous n'êtes pas suffisamment discipliné par rapport, je l'ai dit encore tout à l'heure au début, par rapport à ce que vous voulez dire, par rapport à ce que vous voulez faire, il est très difficile que vous puissiez être auteur. Donc c'est une question de discipline personnelle, mais aussi de conviction de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de dire. Ensuite, chaque personne, en fait, quand on écrit vrai, on écrit bien. Oui. Il faut écrire vrai. C'est qui sort du fond du cœur. Oui. Et c'est par rapport à... Et chaque personne, par rapport à ce à quoi elle aspire, par rapport à sa nature, à sa culture, il adopte un style littéraire qui lui sied le mieux. Oui. Ça peut être des opuscules, ça peut être des essais, ça peut être des romans. C'est progressivement au contact d'autres personnes qui ont déjà écrit qu'on en arrive à connaître en fait la déontologie d'écriture de chaque type d'ouvrage. Mais je le dis, quand on écrit vrai, on écrit bien. Et il faut avoir suffisamment de motivation et de conviction. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on écrit. Parce que se lever chaque jour et puis faire quelques pages, c'est pas vraiment donné. C'est pas donné. Ça demande des corrections, parfois une réécriture. Et il faut accepter la critique. Il faut accepter la critique. Je me rappelle la première fois que j'écris, la première personne à qui je donne mon travail, il me dit que c'est un brouillon. Carrément. C'est quand même dur. C'était très dur. Il me dit que c'est un brouillon. J'imagine que lorsque vous étiez en activité d'écriture, vous disiez peut-être, oh, ça c'est fabuleux ce que j'écris. Mais comment? C'est la totale. Je savais que je touche le plafond. Je savais que ce que j'ai mis là-dedans, c'est la mort. Mais quand je donne à une personne, il me dit c'est un brouillon. Je me dis merde alors. C'était compliqué. Il me dit c'est un brouillon. Je vais taire son nom, mais il se reconnaît quand je parle et je le salue très amicalement, très fraternellement. Il me dit c'est un brouillon et il m'indique d'aller consulter d'autres ouvrages. J'y vais, j'arrive à le contenter. Ensuite, j'écris, je donne à une autre personne. J'ai fait comme ça. J'ai dit que mon ouvrage est passé par au moins une dizaine de mains.
Et chaque fois, il fallait que je contente une personne, c'est-à-dire que et chaque fois, je partais d'expertise en expertise pour en arriver à cela. Et tout ça en près de 6 ans. Ça, c'est intéressant. Beaucoup d'années quand même pour écrire. Pour revenir sur pour l'efflorescence nationale, le choix du professeur Mathias Ronangini pour préfacer votre ouvrage, ces prises d'opposition, comme vous l'avez dit, la rencontre, elle a été facile? Si, c'est un monsieur très ouvert. C'est un monsieur très ouvert, très sympa. Parce qu'il donne facile à vivre. Il y a des paroles assez flatteuses quand même qui sont dites au niveau de sa préface. Je veux dire de lui vis-à-vis de mon ouvrage. Tout à fait. Ah, ok. Fait. Il faut dire que lui aussi, c'est quelqu'un qui ne peut apposer son visage sur un ouvrage dont il ne perçoit rien de profond. Vous savez, quand on arrive à son niveau, on ne fait pas les choses pour contenter. Tout à fait. Et donc, c'est parce que nous nous sommes mis en accord sur le fond de l'ouvrage, qu'il a bien accepté, qu'il a bien voulu me faire l'honneur de préfacer cet ouvrage. Et je lui en remercie encore une fois de plus. Jusqu'ici, donc, nos rapports sont très conviviaux. Et puis on s'entend très, très bien. D'ailleurs, je prévois que nous travaillons encore à nouveau sur d'autres projets de ce genre. C'est une personne qui, justement, le choix en tant que préfacier, c'est aussi porté par rapport à sa casquette. C'est un sociopolitiste. Tout à fait. Et en tant que politique, j'avais besoin que quelqu'un qui est assis sur le domaine politique et social puisse en fait donner son avis sur les propositions d'aménagement sociétal que je mets en exergue dans mon ouvrage pour un réaménagement optimal de notre environnement. Tout à fait. Et ça passe d'abord par la politique. Donc on parle beaucoup d'économie, parce que les questions d'insertion sociale des jeunes, pour le développement, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle beaucoup d'économie, on parle d'insertion, d'intégration, mais aussi d'idéologie communautaire, communautaire et de recommunication sociétale. Est-ce que vous pensez que le discours que vous tenez à travers cet ouvrage est actuel au vu des défis qui nous interpellent en ce moment? En parlant de défis, tout de suite à l'esprit me vient le grand dialogue national qui se déroule, où justement il est question de mettre sur la table un tas de propositions venant de plusieurs horizons pour que nous puissions en tirer quelque chose de bien, afin de sortir de la situation problématique que les régions du nord-ouest et du sud-ouest vivent depuis il y a quelques années. C'est ces régions-là qui sont en première ligne, mais je peux dire que c'est un problème camerounais, ce qui se passe au nord-ouest. La question du chômage des jeunes, il est là, il est partout. Il est partout. La question de répartition des richesses, elle est partout. La question de mise en valeur, la question de mise en valeur de chaque concitoyen, elle est partout. Dans une société où c'est davantage l'administrateur public, l'agent de l'État qui est mis en avant plutôt que l'initiative privée, qui devrait normalement créer des ressources. Devrait normalement créer des ressources, mais comment créer des ressources quand le privé est marginalisé? C'est un problème. Et donc, il faudrait davantage que nous remettions les choses à leur place. Et je pense que dans ce sens-là, l'ouvrage que j'ai produit est toujours d'actualité, et je pense qu'il le sera encore pendant un certain temps. Tout à fait. J'ai écouté, j'ai lu le plaidoyer, le message d'ouverture de M. John Fundi, qui a voulu remettre, tout comme le sultan Bobo Dioya, qui a voulu remettre d'actualité la question de la décentralisation, un sujet qui avait déjà été mis en marche des débats de ce grand dialogue national par l'initiateur de ce grand dialogue, le président de la République, mais ils ont estimé que c'était une question qui ne pouvait être... Une question essentielle. Une question essentielle, primordiale, et je suis d'accord. Seulement, je trouve rétrograde la manière dont il pose le problème de la décentralisation, pour ne pas dire de la forme de l'État. Je trouve rétrograde, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a l'impression que être anglophone est une réalité sociologique camerounaise. Il n'en est rien. Aujourd'hui, quelqu'un va se dire, moi je suis Bamileke,
moi je suis Betty, on va dire moi je suis anglophone. Ça n'a pas de sens. Nous ne sommes ni anglophones ni francophones. Le Cameroun est une mosaïque. Nous sommes multi-ethniques, nous sommes un peuple multiculturel, multilinguiste. Et c'est sur la base de ces cultures-là que nous devons davantage fonder nos orientations que sur la base d'une culture importée que nous ne comprenons pas suffisamment, qui nous éloigne davantage de ce que nous sommes et sans que nous puissions nous rapprocher de ce vers quoi nous voulons partir. Et donc, je suis contre la forme de l'État telle que le SDF la propose, dans la forme du fédéralisme, assise sur la base d'une culture qui n'est pas la nôtre, d'une culture francophone et anglophone. Peut-être on devrait militer pour une décentralisation qui va vers l'autonomisation des régions, pour un développement plus accru, pour répondre directement aux préoccupations des populations, parce qu'on les comprend, parce qu'on a des représentants qui sont directement liés à ces populations-là. Même dans le sens du fédéralisme, c'est quasiment la même chose. Même si c'est vrai que je ne vais pas me mettre d'un côté ou de l'autre. Tout ce que je veux dire, c'est que mon ouvrage propose un réaménagement sociétal qui va de l'idée que nous faisons de la société en redéfinissant une idéologie basée sur nos réalités sociologiques, anthropologiques, culturelles, qui doit permettre une reconfiguration économique. Ouais. Parce que le problème dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, comme le problème aussi dans presque les régions du Cameroun, est d'abord un problème économique. Ouais. C'est-à-dire les gens aujourd'hui n'ont pas l'impression qu'ils vivent assez du fruit de leur labeur, que les ressources ne sont pas seulement partagées. Ouais. Parce que déjà, ils ne sont pas à la base, c'est-à-dire qu'ils n'élisent pas eux-mêmes leurs représentants. Aujourd'hui, les politiques sont plus des lobbying, c'est-à-dire qu'on travaille pour l'appareil qui nous a mis à un niveau, mais pas pour le peuple qui se sent lésé, lésé. Dans ce sens-là, la décentralisation est une bonne option. Mais la fédération est aussi une bonne option dans le sens où un État qu'on formalise pour un peuple sans tenir compte de la culture et des réalités sociologiques de cette communauté-là est un État avilissant. Ça veut dire, je vais dire quoi par là? Aujourd'hui, le problème, en fait, après la réunification, on est passé de l'État fédéral à l'État unitaire décentralisé tel que stipulé dans notre constitution. Le problème n'a pas été tant le fait d'être passé à l'État unitaire sans rester dans le fédéralisme, mais de ne pas avoir uniformisé le système une fois que nous sommes passés à l'État unitaire. Nous sommes passés à l'État unitaire, mais avec des réalités dans les faits, toujours de fédération, avec deux systèmes éducatifs, avec deux systèmes juridiques. Un système anglophone, un autre francophone. Vous me comprenez un peu? Tout à fait. C'est ça le fond du problème pour moi. Ça dit que l'unification n'est pas arrivé avec les changements. N'est pas arrivé avec une réelle volonté politique d'uniformiser le système, de l'homogénéiser. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, il faudrait que nous ayons un système homogène qui respecte les aspirations du peuple, c'est-à-dire sur la base d'un consensus local et non d'un consensus importé. Je rappelle qu'il n'y a encore jusqu'ici aucun pays africain qui ait pu répondre aux aspirations légitimes de son peuple sur la base des cultures importées. Et donc nous devons braver un certain nombre de barrières, lever un certain nombre d'équivoques pour se dire fédération sur la base de culture importée, non. Fédération sur la base de culture locale, oui, mais fédération sur la base de culture importée, non. Et il n'est pas question qu'on divise encore notre pays en des petits blocs. C'est ensemble que nous sommes forts. Et il ne faut pas penser que quand nous allons nous diviser, le Nigeria voisin, par exemple, du côté des régions nord-ouest et sud-est, vont naturellement accueillir les autres de ces régions-là. Ils risquent de se trouver entre deux fronts, c'est-à-dire entre le Nigeria qui lève la barrière et le côté aussi, le Cameroun aussi qui lève aussi la barrière. Je veux parler de ceux qui pensent vouloir être autonomes. Nous devons aujourd'hui aller plutôt dans un sens de unification davantage des peuples africains pour se mettre... pour se confronter tous ensemble aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, les défis par rapport au développement, les défis par rapport à l'autosuffisance alimentaire, les défis par rapport à la technologie qui sont d'ailleurs très nombreux. Peut-être ce sera le dernier sujet qui est très important. Quelle est la relation fondamentale que vous faites dans votre livre entre la culture, le développement et la religion?
Parce que ça fait l'objet de toute une partie. Hein. Oui, effectivement. Vous avez dit culture. Culture, développement et religion. D'accord. Je vais partir... Oui, culture. Je vais dire plutôt culture, religion et développement. D'accord. La culture n'est pas universelle. La culture est quelque chose propre à chaque civilisation. Chaque civilisation fonde une manière d'échanger les biens, une manière de fédérer leurs rapports, assise sur la base d'une éducation qui leur est propre. À ce sens-là, l'éducation, elle est culturelle. Vous allez vous rendre compte que la manière dont on éduque une personne dans le Grand Nord n'est pas la même manière dont on éduque une personne à l'Ouest. C'est-à-dire les points de vue sont différents parce qu'ils sont déjà de cultures différentes. Dans ce sens-là, la religion en elle-même aussi est une émanation culturelle. Je veux dire par là que la religion est le stade suprême de la culture. C'est-à-dire qu'à travers la religion, un peuple exprime la relation qui le lie au divin. Et la religion est ce qui permet en fait d'asseoir les bases sur le point de vue idéologique, d'un point de vue des valeurs d'une nation. Vous avez dit tantôt, tel on pense, tel on conçoit, tel on agit. Et donc, chaque peuple est régi par une culture qui, elle, inspire une culture, appelée culture philosophie, qui, elle, inspire une religion, une manière, en fait, de concevoir le rapport avec le divin, qui inspire nos actions. C'est d'ailleurs pour cela que vous allez vous rendre compte que chaque État, il faut que je n'aimerais pas aller dans le débat de définition du terme État, mais chaque État normalement constitué ne peut être assimilable à un autre d'un point de vue de sa religion, d'un point de vue de son système juridico-politique, d'un point de vue de son économie, d'un point de vue de sa sociologie. Et pourtant, la religion est cet élément-là qui nous permet d'asseoir les bases de valeurs sur lesquelles nous projetons vers l'avenir pour configurer la manière dont nous gérons notre environnement. La religion doit être conforme à nos aspirations. Et ces aspirations-là nous conduisent progressivement à développer une science. Science politique, science juridique, science économique, science géographique, science anthropologique, la science permet donc d'accéder au développement, c'est-à-dire à une élévation de la croissance des populations d'un point de vue qualitatif mais aussi quantitatif. Il est donc inconcevable pour nous qu'un peuple pense pouvoir se développer sur la base d'une religion extérieure inspirée d'une culture extérieure qui ne soit pas elle-même. La preuve, toutes les grandes nations, et je ne parle pas seulement des nations que nous connaissons comme la Russie, comme la Chine, le Japon, l'Europe, je parle aussi des nations bamileke, je parle aussi des nations bassa, qui sont encore très ancrées dans leur tradition. Vous pourriez parler à un Africain pendant longtemps de religion, il serait difficile qu'il vous dise concrètement s'il a une religion ou pas. Mais les Africains, vous pourrez leur parler de tradition, ils vous diraient que oui, nous avons des traditions. Tout à fait. En fait, la religion n'a rien apporté que les traditions n'avaient déjà dans leur conception. C'est dans la tradition qu'on arrive à définir la place de l'autre, qu'on arrive à définir les interdits, les tabous, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et vous allez remarquer que les peuples les plus développés, pour ne parler que des nations au Cameroun, sont des nations qui sont aussi très attachées à leur tradition, pour ne pas dire à leur religion. Je parle par exemple de la nation Bamileke, pour ne pas dire du peuple Bamileke, des peuples du Nord, des peuples Bassa, des peuples Douala. Il faut s'en inspirer. Vous allez vous rendre compte que ce sont ceux-là qui sont, d'un point de vue économique, politique, les plus avancés. C'est-à-dire que c'est un fait. C'est-à-dire, c'est pas comme si j'essaie de les mettre plus en avant que d'autres personnes. Je suis moi-même du Sud. Mais je dis, il faut qu'on puisse s'inspirer de ce que les autres ont pu bien faire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous pour que nous soyons aussi à ce niveau-là? Tout à fait. Et on se rend bien compte que c'est les personnes qui sont les plus solidaires, les personnes qui sont les plus
travailleuses, ce sont les personnes qui sont attachées à leur tradition. Tout à fait. Ce sont les personnes qui sont liées à leur tradition. C'est vrai de l'Orient à l'Occident, en passant par le Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique. Tous les peuples qui sont restés liés à leur tradition, à leur culture, à leur religion ancestrale ont pu se développer sur le temps. Et je pense que nous devons nous en inspirer pour revenir aux fondamentaux et donc impulser un développement qui nous soit bénéfique. Dont l'enracinement à nos cultures, à nos traditions peuvent être également un moyen, ou alors, un moyen effectivement pour notre développement. Qu'est-ce que vous voulez, Michel Carrel-Mang, qu'on retienne fondamentalement de ce livre lorsqu'on l'aura entièrement parcouru? Pour ceux qui nous écoutent et qui, voilà. Pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais... qui retiennent quoi? J'invite lorsqu'ils vont lire. Les uns et les autres à s'approprier cet ouvrage qui est maintenant qui est vendu, on peut le trouver aux éditions L'Harmattan, mais aussi au peuple noir, tout au moins c'est au niveau de Yaoundé. Il est aussi vendu sur le net. Une fois que les uns et les autres auront lu ce livre, j'aimerais que ce qu'on retienne, tout au moins ce que cela nous inspire, c'est une plus grande fierté vis-à-vis de ce que nous sommes. Parce que c'est sur la base de la fierté vis-à-vis de ce que nous sommes, vis-à-vis de qui nous sommes, et donc de ce à quoi nous devons aspirer, que nous pouvons vraiment impulser un développement qui nous soit favorable, qui nous soit propice. Le développement n'est pas une notion qu'on puisse importer, c'est quelque chose qui se fait de manière endogène. Et donc, j'aimerais que ce que je souhaite, c'est que les uns et les autres s'approprient des propositions que nous faisons, des propositions pratiques que nous faisons pour une reconfiguration optimale de notre société. Tout à fait. J'aimerais que les uns et les autres, il faudrait que les Africains aient foi en eux. Vous voyez, il faut oser. Et on ne peut pas oser sur la base d'une... d'ici même, c'est-à-dire qu'on voit bien tout le marasme que cela nous cause bien d'évoluer dans un système individualiste dans lequel nous sommes actuellement. Même les entrepreneurs ne travaillent plus pour la société, ils travaillent pour leur propre bien à eux seuls. Tout à fait. C'est-à-dire que les richesses grandissent dans le pays, mais elles ne sont pas réparties de manière optimale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le PIB croît, mais on ne voit pas les effets dans le panier de la ménagère. Ça veut fondamentalement dire que nous sommes sur une mauvaise voie. Et il faut changer les choses. Et pour changer les choses, il faut d'abord avoir foi en ce que nous sommes. Il faut avoir foi en qui nous sommes, avoir confiance en qui nous sommes. Michel Carrel, oui? Peut-être pour sortir fondamentalement votre actualité future. C'est un autre livre qui arrive, d'autres ouvrages. Vous pouvez finir encore dans les tiroirs ou bien c'est déjà fin prêt? Non, c'est pas fin prêt. Je suis justement je suis à pied d'ouvrage sur un nouvel ouvrage justement. Toujours sur la même thématique ou bien une autre? Non, c'est toujours sur la même thématique de développement. Je prends appui sur ce que j'ai fait ici pour initier un autre concept, une autre manière de voir les choses, et puis j'espère que celui-là aussi sera de qualité. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Ce soir, on espère qu'on aura d'autres occasions, certainement, pour parler encore de ce livre et approfondir toujours sur la question. J'espère bien. Merci, M. Foucault. So much for supposed to be. Girl, I wish you luck getting over me. And supposedly you're with him, but wish you were holding me. You wish you were holding me. Isn't it something? Whenever you touch him, you don't feel nothing. Isn't it something? How quickly your honesty just turns into make-believe. It turns into make-believe. Call again. Guess it didn't go how you imagined it. I know what it is.
All the time with them you were wanting this. Yeah, you were wanting this. Isn't it something? How easy you're falling, like he was nothing. Isn't it something? How quickly you're meant to be. Just turned into history. They turned into history. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire et artistique. Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire et artistique innove. C'est désormais tous les mardis de 21h à 23h et toujours une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 2 heures, vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire et artistique, c'est aussi l'actualité des événements culturels et l'ensemble des arts avec en prime un zoom sur qui les acteurs animent. Prenez le rendez-vous tous les mardis, intervalle 21h, 23h avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique, la 2e heure. La 2e heure. Pause.
Le point littéraire et artistique, une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Merci à notre invité Michel Carrel-Mang pour sa présence. C'était l'invité de la première heure. L'invité littéraire. Merci de nous écouter sur les 88.4 FM, mais aussi sur Royal FM Espace Cameroun, sur Facebook. Bonne soirée à vous. Le point littéraire et artistique, les informations culturelles du moment. Les informations culturelles du moment. Ne nous les éloignons pas de la lecture et de l'écriture. Le prix Le Monde 2019 est connu. Il est remporté cette année par la Française Cécile Couillon avec son roman qui a pour titre Une bête au paradis. Un roman tragique de la poète et romancière qui a été édité cette année même, précisément au mois d'août dernier. C'était aux éditions L'Iconoclaste. L'ouvrage est de 352 pages. Et est le 7e de Cécile Couillon. La particularité de ce roman, c'est qu'il est un enchaînement de verbes à l'infinitif. C'est une narration qui met en relief la ville et la campagne, deux mondes inconciliables selon l'auteur. Des réalités propres à chacun de ces milieux sont mises en exergue, la beauté, la brutalité, l'enfermement et l'âpreté. Elle les associe à la campagne, tandis que la ville est peinte par les qualificatifs comme brillant, superficiel, pervers, brossé, des réalités incarnées, justement par des personnages, les deux, Émilienne et Alexandre, ces deux petits-enfants, Blanche et Gabriel, depuis la mort de leurs parents, de suite de tragédies, justement de suite d'accidents de voiture, on vogue entre la rudesse du monde et la noirceur de l'âme humaine. Cécile Couillon est donc le prix littéraire du journal Le Monde. L'artiste Trotal célèbre ce mois d'octobre ses 30 années de carrière.
Révélé en 1989 lors du premier festival de rap organisé au Cameroun et à Yaoundé, avec d'autres grands précurseurs du mouvement tels que Joby, Lamine, Merlin, Kodak, Total de son vrai nom, Etundi Onambele Paul-Édouard, est né à Yaoundé un 2 octobre 1978. L'un des précurseurs du mouvement hip-hop au Cameroun, de surcroît sudoré de la création à maintes fois, a été primé, notamment meilleur compositeur de musique urbaine. Il s'est engagé dans plusieurs événements après avoir sorti en 2003 en opus de 16 titres. Il a été même doublement au Cameroun Music Award nominé album de l'année, meilleure réalisation et composition musicale. Et depuis lors, ses récompenses sont incomptables. Pour ces 30 ans, deux grands spectacles sont organisés à Yaoundé le 3 octobre et le 11 octobre à Douala. Plusieurs artistes vont l'accompagner. Planer, bien qu'ayant sorti mes flaps, ma destinée s'est écrasée sur une table de crack. À les entendre vivre est une maladie chronique. Si mes faux sont blessés, le hip-hop est une clinique. En attendant le changement, la vie nous console. Au bord de la console, on fait tourner l'odontol. Trop tôt pour beaucoup, c'est le ghetto. Sur les guélas, Babylone a mis un veto. Ça sert plus à rien, petit, que tu te lèves tôt. L'avenir appartient ici à ceux qui se baissent tôt. Ring the alarm, another soul is dying. Oh oh oh, eh. Faisons sonner l'alarme. Plus rien ne va, regarde bien. Oh oh, Dodo veut masser le Yaoundé. Ivoyen point famille toi. Cameroun masser le Naya. Ivoyen de bine d'ampoui. Wow, c'est une histoire de quoi? De monarchie, d'anarchie ou de trois stop. Faut arrêter de nous prendre pour des chefs. Faut arrêter de nous abrutir au jus de maïs. Un peuple acculturé, moderne entre guillemets, berné par un système éducatif de borné, morné. Ici, on peut plus accepter d'aide. Et si l'écart se creuse, c'est que la classe sociale est polarisée. Donc nos histoires sont faites de lances et de flèches, de peuple Mundang, de Kinaru qui se réveille. Passe les Singang que je développe ma pensée. Pour ceux qui ont traversé l'âge de la pipe taillée. Aveuglés par les anciens, l'école et les diplômes, la vie a fait qu'ici les âmes se pètent pour s'en sortir. Trop de pression, y'a le feu dans la brousse. Les animaux se lâchent et y'a le feu dans les bacs. Y'en a qui volent, tuent, pillent. Au nom de la religion, torture en démocratie. Ring the alarm, another soul is dying. Oh oh oh, eh. Faisons sonner l'alarme. Plus rien ne va, regarde bien. Dodo veut masser le Yaoundé. Ivoyen point famille toi. Cameroun masser le Naya. Ivoyen de bine d'ampoui. Aveuglé par un monde sourd à nos appels, le silence a doté de la parole et sans appel. On nous a dit pour évoluer faut go school. Famille démunie donc à l'église on se colle. Mais si chez les curés après les cours c'est la tourmente. Combien se barrent en courant, des viols et des tournants. Les vies prennent des virages, direction opposée. Déjà à contre-courant bien avant même de poser. L'espoir fait vivre, mais ici le droit de vivre est une marque déposée. L'essence de ma musique et ses idées sont ménopausées. Le Cameroun vit quand Yaoundé respire. Le pays subit la succès, ici la vérité se respire. Falsifié jusqu'à notre histoire. T'inquiète, on vit dans le faux, dans du mensonge on s'inspire. 2013, on paye pour leurs erreurs. Subir l'undem ou mourir en martyr. Si le savoir est une arme, je suis calibré comme le pire. En attendant le meilleur, j'ai appris à maîtriser le pire. Ring the alarm, another soul is dying. Oh oh oh, eh. Faisons sonner l'alarme. Plus rien ne va, regarde bien. Dodo va masser le Yaoundé. Ivoyen point famille toi. Cameroun masser le Naya. Ivoyen de bine d'ampoui. Dodo va masser le Yaoundé. Ivoyen point famille toi. Cameroun masser le Naya. Ivoyen de bine d'ampoui. Dodo va masser le Yaoundé. Déjà, il faut retenir que Total est né en 2 octobre 1975, donc demain, à quelques heures. Il aura 1 an de plus et il était découvert en 1989. Donc, joyeux anniversaire par anticipation à l'artiste Total, mais également heureux anniversaire des 30 ans de carrière de l'artiste. Nous allons passer à autre chose. Vous savez très bien que la rentrée culturelle et artistique s'est achevée ce jour, parce que ça a démarré depuis le 30 septembre, du 30 septembre
Au 1er octobre, eh bien, il faut dire que au village de la Ricane, ici à Yaoundé, au musée national précisément, nous avons fait des dernières rencontres, les rencontres des dernières heures, parce que tout était déjà empaqueté. L'occasion a été donnée aux artistes de partir, de définitivement tourner le dos. Nous sommes allés d'abord au pôle art graphique, et puis nous avons rencontré bien là-bas le coordinateur de ce pôle artistique qui nous a fait le bilan de 3 semaines au musée national. L'engouement des populations qui arrivaient et regardaient ce que les uns et les autres ont pu voir et surtout apprendre sur son pôle. Je vous invite plutôt à découvrir ou alors à écouter très attentivement cet échange plutôt convivial. Monsieur Haman Design, je suis le coordinateur du pôle artistique et culturel des arts visuels et graphiques par rapport à la rentrée culturelle de la Ricane 2019, 4e édition au musée national. On a l'impression qu'on est déjà en train de remballer tout. La Ricane, la rentrée culturelle et artistique, c'est terminé. Maintenant, on fait le grand remballage en fait. Bien sûr, c'est le grand remballage. Quand vous avez vu, le remballage est un peu timide. Pourtant, à la rentrée, c'était vraiment trop excité. Et là, à la fin, c'est un peu timide parce que, vous savez, c'est ça qu'on dit l'art est éphémère. L'art est éphémère, mais là, maintenant, nous voyons comme si il fallait recommencer cela même demain. C'est pour cela que vous voyez la traîne. Nous voulons partir, nous voulons rester, mais selon le cahier de charge, c'est terminé aujourd'hui. On est nostalgique. Il y a une nostalgie, il y a une adhésion forte encore qui vient à la fin. Et c'est pour ça que nous sommes restés pour quelques minutes pour pouvoir indiquer là où nous pouvons être après cette Ricane. Et en plus de cela, ceux qui avaient raté le pas et qui voulaient se rattraper, et on a eu beaucoup d'enregistrements aujourd'hui. Comme dans mon pôle, il y a des artistes qui n'étaient pas sur place, qui sont arrivés à la dernière minute, ils se sont inscrits. Je crois que j'ai déjà une vingtaine qui se sont inscrits encore aujourd'hui. Je trouve que ça veut dire que la communication est très bien passée et je dis chapeau à notre Pichichi, c'est-à-dire le ministre des Arts et de la Culture, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on essaie de se déployer au maximum. Et je pense que meilleur est à venir, quoi. Donc pour vous, le bilan il est plutôt positif pour cette rentrée? Oui, le bilan est positif. Moi, je le fais, ma positivité est à 80%. 80%, pourquoi les 20% qui sont en réserve, c'est par rapport aux intempéries. Si la Ricane était positionnée au moment où il n'y avait pas la pluie, je pense que des génies créateurs pouvaient surgir beaucoup de choses et le mystère serait aperçu à l'horizon toujours. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au bilan. Et compte tenu aussi de nos échantillonnages que nous avons fait aussi par rapport aux visiteurs, ils se demandaient si ça pouvait se prolonger pour 1 mois. Donc tout ça, c'est le pouvoir public qui en décide. Et déjà, nous a déjà boosté. Et nous allons faire de notre mieux pour pouvoir faire en attendant que le pouvoir public fasse aussi quelque chose, parce que l'État ne peut pas tout faire seul. Et à votre niveau, les grands moments, ceux qui sont restés gravés dans votre mémoire au cours des différentes semaines? Au cours des différentes semaines, d'abord des conférences qui ont été tenues jour par tous les pôles de coordination où il y a eu une édification dans beaucoup de points d'ombre, où beaucoup d'artistes qui freinaient un peu le pas, et surtout dans l'esprit, vous savez que l'artiste est un peu difficile. L'artiste est difficile, il veut être trop proche pour mieux comprendre et mieux connaître, et il est réservé et il cherche à voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible, est-ce que ce n'est pas un rêve. Et moi je trouve que les artistes ont adhéré, parce que après les conférences tenues jour à jour, il y a aussi des visites dans les ateliers et dans les galeries, puisque les pôles ont créé des ateliers d'information, de sensibilisation et de formation. Même surtout dans notre atelier, nous avons orienté beaucoup de personnes qui avaient une idée pas positive du monde de l'art, que c'était de laisser à ceux qui ont perdu des repères. Mais quand ils sont venus dans le pôle des arts visuels et graphiques, ils ont vu que ici il faut avoir la tête pour
la tête bien pleine. C'est ce que beaucoup croyaient aussi. Mais on ne peut ne pas avoir une tête pleine, mais on peut avoir un génie. Un génie, et il fait ressortir ce qu'il a de la façon endogène à la façon exogène pour pouvoir présenter ce qu'il pense à travers l'évolution du TIC, à travers l'inspiration des jeunes qui ont voulu ressortir un peu dans le côté de BD, bande dessinée, la philatélie que les gens ne connaissaient pas, que l'étude des timbres, en plus aussi des maquettes architecturales et puis aussi de l'infographie. Ils ont vu de la magie, ce qu'on appelle le concert dessiné. Ils ont appris aujourd'hui à la Récane, ils ont vu ce qu'on appelle le concert dessiné qui n'est jamais connu par tout le monde. Et aussi du secteur de l'installation. Nous avons fait des installations multimédia, surtout dans les présentations des effets. Et c'est déjà aussi une très bonne chose. Et aujourd'hui, les gens ont compris ce que c'est les arts visuels et graphiques parce que les gens ne connaissaient pas ce que c'est exactement qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Pour moi, c'est le moment fort, c'est ça. Et en plus aussi des grands chantiers du ministère des Arts et de la Culture avec l'appui du pouvoir public qui ne ménage aucun effort. Nous avons constaté que nous bénéficions déjà la cité de l'émergence. Il y a déjà la cité de l'émergence au Cameroun. Ça veut dire que l'artiste aura son statut, l'artiste aura son salaire. Et c'est déjà une très bonne chose. Ça veut dire que le Cameroun a traversé le bout du tunnel, qu'on le dit. C'est déjà le tunnel, on a traversé déjà le tunnel. Parce que s'il y a déjà le chantier, le maire de Yaoundé 7 nous a rassuré que c'est déjà disponible, tout est fin prêt. Les premiers pas sont déjà lancés et maintenant c'est la deuxième phase. La deuxième phase, c'est l'exécution. Et autour à tout, les coordinateurs qui ont travaillé sur le chantier aussi du monument de la mère de l'humanité. Là, c'est encore un autre rêve qu'on croyait. On a vu la vérité. On nous a montré les modules d'une façon virtuelle et vidéo en 3D. Ça nous a émerveillés. On dit déjà au Cameroun, ça veut dire, et nous avons un monument qui sera le plus grand monument du monde. Donc pour nous, ça nous donne la chair de poule que le Camerounais commence déjà à comprendre que l'art, c'est la base de tout. Et quant à la fédération, du moins aux fédérations en pôle art, vous avez l'impression qu'on a véritablement avancé au cours des échanges et des débats, la présentation du concept même en lui-même? Vraiment, c'est une préoccupation qui était pour les artistes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est en train de nous tenter? Est-ce que ce n'est pas juste un cinéma? Est-ce que ce n'est pas fait passer un événement en 3 semaines? Est-ce que mais les gens ont compris? Et plus les médias relaient les informations, les gens venaient au plus. Chaque jour, nous avons des personnes, des visites doubles. D'autres qui viennent, ils ont suivi à la radio, ils ont suivi à la télé. D'autres, c'est de bouche à oreille. D'autres, d'autres voyagent pour venir plutôt à Yaoundé au lieu de vivre aussi dans les régions parce que c'est dans tout le Cameroun que tous les artistes vivaient. Alors, moi, par rapport à la fédération, je vois que c'est déjà parti. Et le ministre nous a rassurés en nous disant que mettez-vous au travail déjà, parce que c'est déjà parti. Mettez-vous au travail. Et par rapport au travail, nous pensons déjà à la compétitivité. Et c'est ça qui fait la valeur de l'artiste, parce qu'on doit défendre notre patrie. Nous devons travailler pour notre patrie. Et il faut fier de travailler pour notre patrie et laisser la trace, être dans l'histoire, marquer son point dans l'histoire. Et je suis fier de porter un pôle de coordination dans les arts visuels pour que ceux qui viendront après moi trouveront un chantier déjà bien balayé et bien conçu et qu'ils peuvent faire double que moi, ou triple que moi et que le Cameroun gagne dans ce que nous faisons. Parce que nous avons compris à travers les conférences qu'il y a de l'économie qu'il faut vraiment embrasser, qu'on doit comprendre que l'art fait beaucoup l'économie du pays. Et c'est ce qui a fait les États-Unis, ce qui a fait d'autres pays dans l'Asie et autres. Et nous sommes fiers d'être dans ce panel. Et pour la Cité de l'Émergence, nous avons suivi aussi qu'il y aura l'Université des Arts. Et si nous n'avons pas eu la chance d'aller à une Université des Arts, nos enfants, nos frères, nous serons prêts, nous serons aux aguets pour qu'eux ils font partie de cela et pour que ma famille vive de l'art. Aucun regret?
je n'ai aucun regret et j'ai plutôt la peur. J'ai eu plutôt la peur que les gens ne comprennent pas ça normalement comme je le suis en train de le comprendre. Et comme je connais tout bon Camerounais, ces personnes réfléchies et des personnes intelligentes, je pense qu'ils ont compris. Ils ont compris. C'était ça ma peur. Et là, j'embrasse l'idée. Et c'est arrivé à point nommé parce que nous avons vécu depuis des années, je peux dire que depuis 30 ans que je suis dans le monde de l'art. J'ai œuvré beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses que je ne savais pas que les gens observaient ce que je faisais. Et au point où je trouvais que qu'est-ce qu'il faut faire actuellement, il fallait lifter. Oui. Au moment où je voulais lifter, et le cadeau est tombé. Et lorsque le cadeau est tombé, ça me fait revivre encore comme si je viens de renaître dans l'art. Et j'ai encore de l'âge, j'ai beaucoup à faire, à démontrer avant que je laisse la place à d'autres personnes plus jeunes que moi de continuer la chose. Il ne reste plus qu'à dire peut-être à l'année prochaine, à la prochaine édition de la RECAN, rentrée culturelle ou à d'autres rendez-vous encore. Mais il faut dire que s'il faut qu'on reste, que nous avons fini aujourd'hui, nous partons rester sur nos lauriers et pour attendre la RECAN l'année prochaine, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Et là, moi déjà, en tant que coordinateur du pôle des arts visuels et graphiques, j'ai un chantier trop grand parce que je prépare déjà le festival national des arts visuels et graphiques. Avec toute mon équipe, nous sortons de ce RECAN avec un festival, un projet déjà en main. Qui va se tenir nous sommes de gérer d'ici vendredi, fixer la date exacte et on va faire maintenant le pas aux partenaires parce que le gouvernement l'État ne peut pas tout faire seul. Nous devons accompagner l'État avec les partenaires. Donc nous allons trouver les partenaires et les partenaires trouveront que nous sommes sérieux parce que c'est une crème de professionnels qui se sont mis ensemble pour pouvoir développer ce secteur des arts visuels et graphiques. Et nous descendons dans tout le Cameroun pour faire comprendre, faire ce qu'on appelle déjà la sensibilisation après l'échantillonnage, après l'enquêtage après l'échantillonnage afin de pouvoir mettre sur pied des pôles dans chaque région, chaque département, arrondissement, dans tout le Cameroun. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. I try to give all myself to you, but before I can get there, got parts of me I'm trying to lose. Yeah, I got my own imperfections, I got my own set of scars to hide, I got my own imperfections. I can't hold your heart when I'm fixing mine. So give it up, I ain't gonna save you. Give it up now. Give it up, I ain't gonna save you. Give it up now. 'Cause I got my own imperfections, I got my own imperfections, I got my own imperfections. Yeah, I got my own, I got my own. Hold on, not trying to put you on the shelf, but before I could love you, I need to learn to love myself. 'Cause I got my own imperfections, I got my own set of scars to hide, I got my own imperfections. I can't hold your heart when I'm fixing mine. So give it up, I ain't gonna save you. Give it up now. Give it up, I ain't gonna save you. Give it up now. 'Cause I got my own imperfections, I got my own imperfections, I got my own imperfections. Yeah,
won't ever go away. And you love them the way that I love you. 'Cause I got my own imperfections. I got my own imperfections. I got my own imperfections. Yeah, I got my own. I got my own. Before I can love you, I need to learn to love myself. Before I can trust you, I need to learn to trust myself. Le point littéraire et artistique, l'art en lumière. L'art en lumière. Eh bien déjà 22h et plus de 33 minutes sur la radio, c'est Royal FM. Si vous écoutez à proximité de Yaoundé, sachez que c'est sur 428 FM, mais également sur Royal FM Espace Cameroun. Dans le cadre de l'art divinatoire, on va vous faire découvrir ce qu'on appellerait le traitement par les herbes, par la nature. Cela s'appelle l'art divinatoire. Ils sont capables de deviner l'avenir, ils sont capables de soigner à partir de tous les éléments qui nous entourent, que ce soit la terre, que ce soit les arbres, les fruits, les herbes. De toutes les façons, on a rencontré parmi eux un qui a bel et bien accepté de se livrer dans le cadre de cette rubrique, de nous dévoiler quelques-uns de ses secrets. Je vous propose d'écouter, restez connectés. C'est monsieur Philippe Fauban. Comment s'est déroulé la RECAN 2019 ici au Musée National, dans votre pôle d'art, l'art divinatoire? Dans notre pôle, comme moi je suis ancien, dans l'art, c'est quelque chose vraiment... J'ai pris beaucoup de temps pour travailler, parce que depuis 2016 que j'avais initié cette initiative au ministère. Après, le nouveau ministre est venu avec son système. Il a adopté, il a envoyé à la présidente. Le président aussi, il a accepté. Maintenant, j'ai eu à travailler. J'ai déplacé des guérisseurs de Bamenda, Douala, partout. Ils sont venus travailler dans mon stand. On a formé vraiment une équipe que demain, Cameroun, vraiment, le Cameroun va compter sur nous. Parce que nous avons guéri beaucoup de gens ici. Notre stand ici a vraiment... Si on avait un cahier pour noter, comme dans la santé traditionnelle, on ne note pas. On ne filme pas les gens, on ne fait pas parce que c'est un truc secret. Donc on devait avoir un bilan avec un registre, tu devais voir ça rempli. Parce que ça, c'est une médecine qui me soigne moi-même, j'ai héritier. Ça soigne mes enfants. Nous tous, tous les 10 personnes que j'avais dans mon stand, ça les soigne. Même jusqu'à aujourd'hui, que tu vois qu'aujourd'hui c'est la fermeture officielle, mais on nous a demandé, nos malades, nos patients, nous a demandé d'attendre un peu parce qu'il ne fait que passer boire le thé, parce que là devant mon stand, vous avez vu l'art divinatoire qui est la mamite que j'ai créée. Et dans cette mamite, j'ai eu à collecter les remèdes entre tous les guérisseurs que j'ai travaillé pour que ça soit un remède de uni, un remède uni. Donc ça a uni vraiment et ça a eu la force parce qu'on dit que beaucoup de mains fait des... oui. Donc le remède ne fait que soigner jusqu'à maintenant, que je suis en train de demander même au gouvernement si on peut nous donner un stand fixe là où on va consulter avec tous nos docteurs, on va le soigner au lieu d'être seul dans le quartier, au lieu de servir, parce que la médecine normalement doit servir à tout le monde. C'est pas une médecine
qui est à servir à une seule personne. Parce que beaucoup de gens ont besoin, mais ils ne connaissent pas là où ils vont nous trouver. Comme nous parlons de fédération, ça va amener, ça va améliorer cette coin et ça va faire les charlatans aussi vont partir. Parce que la CITV m'a posé des questions que les charlatans, comment on va faire, les charlatans, on va faire comment. Je les ai dit qu'un bon guérisseur dans son quartier, il ne s'ignore pas. Pas ses voisins, les gens se soignent. Le chef de quartier, on connaît que ça, c'est un guérisseur. Mais aujourd'hui, vous voyez les gens, ils marchent dans les voitures, ils sont dans la rue, ils exposent nos affaires immatérielles, ils font des choses. Donc l'autre là, c'est des charlatans. Donc quand vous partez là-bas, vous comptez sur quoi? Donc ici, vous soignez à base d'éléments naturels, les plantes et d'autres produits que vous-même... Oui, on fabrique. Et d'autres divines que c'est Dieu même qui donne. Parce que nous soignons avec l'eau, nous soignons même avec la terre. Vous voyez à peu près la marmite que vous voyez là, c'est en terre cuite, c'est l'argile. Donc l'argile d'abord c'est un médicament. Donc quand tu prépares même les remèdes dans cette marmite, et quand les gens boivent, c'est comme ça que les gens guérissent. Donc c'est une marmite miracle. Et c'est Dieu qui a créé tout ça, ces choses. Quand on dit que c'est le diable, c'est ceci, tous les matériels qu'on travaille avec, c'est Dieu qui a créé. On lave les gens peut-être avec le mouton, on lave les gens avec les coqs, on lave les gens avec les œufs du village pour les enlever les démons dans leur corps. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. On n'a aucune chose qu'on a créée. Vous comprenez, non? Ouais. Donc, il paraît également que les gens venaient pour peut-être regarder leur avenir. Est-ce qu'ils étaient très nombreux? Très nombreux et ils étaient satisfaits. Parce que dans mon stand, j'avais les experts, moi-même je suis une autre. Avec mes collaborateurs, on a fait protéger. On était là pour défendre et protéger notre galerie. Ouais. Mais le pays, il faut aussi protéger le Cameroun qui est en difficulté en ce moment. Nous protégeons déjà des prix. C'est pas aujourd'hui. Quand vous voyez, nous sommes ici à l'ancienne présidence, on est en train de brûler les remèdes, on prie tous les jours. C'est pour le pays. J'ai de chez moi, je pourrais bien dormir chez moi. Mais je dors ici, je brûle les remèdes. Donc vous soignez à peu près tout ici, toutes les maladies, c'est possible de soigner. Je peux vous dire qu'en médecine traditionnelle, c'est général. Parce que la médecine traditionnelle n'a pas c'est qu'on peut dire qu'on n'a pas de labo pour dire que ceci. Quand nous on compose les remèdes, comme je vous ai dit que j'ai ma mamie ici, j'ai mes docteurs, que chaque personne est venue avec. Si tu connais soigner la dent, tu viens avec le produit. Tu connais le ventre, tu viens avec le produit. Tu viens, j'ai mélangé tout ça, j'ai mis dans la marmite, on a préparé ça soigne. Ça veut dire que quand tu bois mon remède là, n'importe quoi qui est dans ton corps, ça sort. Vous voyez, et ça délivre même les gens. Parce qu'il y a d'autres gens qui mangent les nourritures empoisonnées, comme les poisons lents, les poisons de nuit, que tu dors dans les rêves, tu manges la viande, la chair, mais on te nourrit. Les gens ont bu ici. Des femmes qui avaient des règles douloureuses, ça a déclenché. Les femmes qui avaient des règles qui sont arrêtées, des règles qui ne coulent plus, parce que quand les règles ne coulent plus, la femme ne peut pas accoucher. Ils sont venus témoins. Vous utilisez les vases avec en argile, parfois avec d'autres matières. Est-ce que ça a une signification particulière? On a même vu là des squelettes, des têtes de mort. Est-ce que cela a des significations en particulier? Ça, c'est les choses de nos ancêtres. Quand vous voyez un squelette comme pour le vieux chimpanzé là. Ça, c'est nos anciens, nos parents. Quand tu entends early man, c'était d'abord les animaux là, après, nous, on est venus. Et maintenant, là, les choses que tu vois là, comme les os que vous voyez là, c'est un médicament pour le corps. On fait le massage pour les enfants. Si tu as cassé peut-être ta main, c'est avec ça qu'on te masse. Si l'enfant ne marche pas, on masse, les dos, on masse. Vous comprenez, non? Et d'autres éléments sur ça, on gratte, on mélange avec les remèdes, on soigne autre chose avec. Donc tout ça, c'est les remèdes. Même les courris? Oui, tout ça, c'est les remèdes. Tout ça, c'est les remèdes. La richesse ancestrale, cette richesse vous a été donnée par vos parents qui ont également pris d'autres parents, et ainsi de suite. Oui, j'ai hérité. Quand vous voyez là, je n'ai pas fabriqué quelque chose. Quand vous voyez les choses anciennes qui sont là, c'est les choses que j'ai héritées. Ce que j'ai fabriqué, quand vous voyez, tu vas voir. Mais ce que je n'ai pas fabriqué, ça a déjà fait. Je ne peux pas donner l'âge. Oui, je ne peux pas donner son âge. Vous allez aussi permettre que vous allez passer forcément la main à d'autres personnes. Par exemple, comme je vous ai dit que ce qu'on attend que l'État nous fait,
les subventions, on nous aide avec un centre, un endroit là où les guérisseurs vont soigner. Et dans cet centre, il y aura une école qu'on va former. Parce que nous ne sommes pas chiches. Beaucoup étaient chiches. Mes parents étaient chiches. Ma maman qui m'a laissé n'avait jamais accepté que je pars même là où il y a le Ngomna. Ma mère me disait toujours que ne va pas derrière le Ngomna parce qu'ils vont te tuer. Mais moi, étant têtu, et j'ai aimé le Ngomna, c'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui avec le Ngomna. D'accord. Vous allez revenir à la prochaine rentrée culturelle. Le bilan était bon, non? Il a été très bon. Non, c'est très bien parce que quand vous faites quelque chose, les gens vous apprécient. Là, vous êtes content. Mais quand vous faites quelque chose, c'est comme un artiste, il joue une musique, on joue, les gens ne dansent pas, les gens ne bougent pas. Là, la musique là n'est pas jouée. C'est pas la musique. Donc la danse que j'ai fait ici, les gens ont aimé, les gens ont dansé et je suis là. Jusqu'à maintenant, la fermeture, mais je ne sais pas quand je vais quitter ici. Parce que la population a besoin de moi. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, mon numéro de téléphone, 677 34 78 90. Tout le monde peut vous appeler? Oui, tout le monde. Je suis disponible. Je suis disponible. Il faut rappeler que notre interlocuteur avec pour première langue, la langue anglaise, bel et bien. Nous allons poursuivre bel et bien notre cheminement. Nous avons rencontré également certaines personnes, des témoins qui ont pu entrer en contact avec cet art-là, l'art divinatoire, le traitement par les plantes, par les éléments naturels. Et ils nous livrent quelque peu leurs témoignages. On vous a vu au niveau du stand de l'art divinatoire. Pourquoi est-ce que vous venez ici précisément pour peut-être trouver des médicaments? En réalité, ma présence ici n'est pas que je cherche un médicament particulier. Je connais que c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Mes parents m'ont associé à cela par rapport à la solution de certaines maladies courantes dont les gens négligent leur ampleur. La fièvre, par exemple, les maux de tête, tout ça là. Ma maman me cherchait les petits herbes là et puis elle me faisait marcher, parfois me masser avec. Et ça m'a toujours accompagné. Donc si je suis ici pour les arts divinatoires, c'est pas parce que je veux venir faire la voyance pour voir si le Cameroun ira bien demain ou bien n'importe quoi dans ce sens. Non, c'est parce que je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné dans la vie. Donc vous faites plus confiance à la médecine traditionnelle que peut-être celle moderne? Oui, bon, vous pouvez dire aussi comme cela. Ça ne veut pas dire que si je suis dans une infraction particulière, je ne peux pas me rendre à l'hôpital. Non, je dis seulement que c'est quelque chose qui m'a accompagné dans la vie. Et mes parents m'ont associé dans ce sens-là. Parce que c'est une méthode d'abord facile et les herbes sont connues et ils m'ont montré. Donc, si moi je me trouve dans une infraction, la première solution à l'immédiat, c'est de chercher une issue pour résoudre le problème en question. Et la médecine traditionnelle, là, comme vous parlez de la médecine traditionnelle comme si c'est quelque chose qui est un peu étranger. C'est pas étranger en tant que tel. Ce sont les choses qui nous accompagnent du jour au jour. Et c'est efficace? Ça va. Si moi j'ai le mot de tête et puis je croque une herbe et puis je suis soulagé, je crois que c'est déjà une solution. C'est un diamant? Oui, je peux dire. Oui, si je suis arrivé ici, c'est parce que samedi j'étais de passage, j'ai vu ce stand, ça m'a plu, j'ai bu son thé, je me suis senti à l'aise, je suis venu encore prendre l'autre. Donc c'est efficace? C'est efficace, oui, c'est efficace, je saute comme la tisse. Et on va achever cette rubrique l'art en lumière, toujours dans le secteur de l'art divinatoire, avec cet autre, on va l'appeler comment? Peut-être guérisseur également, ou bien divin. Oui, lui aussi se confie à nous. Parlez-nous un tout petit peu de votre activité, non seulement au niveau de l'art divinatoire, mais également le traitement à base des plantes que vous faites.
Bon, moi je me présente d'abord. Moi je suis Bosoken Ebaï, secrétaire de l'association Back to Africa, secrétaire général. Donc, pour la mamite qui traite les gens qui passent tout le temps, les visiteurs, en ce moment je peux dire plus de 1000 personnes ont déjà pu se remettre. Plus de 1000 personnes. Donc, à l'intérieur, on compose les remèdes du sang, les remèdes du paludisme, les remèdes de la typhoïde, les remèdes des filets, de la grippe. On se concentre beaucoup plus dans le ventre, au niveau du ventre, parce que la majorité des saletés, les maladies qui viennent dans notre corps humain viennent beaucoup plus du ventre. Même la nourriture qu'on mange laisse un peu de déchets. Des déchets. Et ces déchets-là, on a la cause de nos maux. Il y a aussi du côté mystique, les nourritures qu'on mange dans la nuit. Quand on mange dans la nuit, on se dit qu'on a mangé quelque chose de divin, alors que peut-être c'est le poison. Ça enlève également le poison. Donc pour les reins, il y a les glaies au niveau du dos, là, à la fin de la colonne vertébrale, qui fait souvent un peu de mal. Ça enlève également ça. Il y a le mauvais cholestérol. Parce que le mauvais cholestérol, quand il se fixe au niveau des vaisseaux sanguins, il empêche une bonne circulation du sang. C'est ça qui fait en sorte que les personnes prennent du poids, puisque les graisses n'arrivent plus à entrer dans les cellules. Donc ça lève également, ça diminue également le mauvais cholestérol. Là. Et pour les voies sexuelles, ça les ouvre. Donc voilà un peu en général ce que la mamite la traite. Vous-même, vous avez l'habitude de consommer bien évidemment. Vous êtes toujours soulagé et toujours. Le premier, le médecin est le premier malade. Donc s'il faut traiter les gens et s'oublier, c'est la preuve vivante. Visiblement, les gens qui ont bu reviennent boire ce thé. Ça veut dire que c'est tout à fait efficace. C'est efficace. Il y a des dames qui n'arrivaient plus à avoir les règles. 2 mois. Plus de 2 mois. Elles ont bu, elles sont revenues. Il y a des hommes qui avaient des problèmes sexuels au niveau des reins et du sexe. Ça les a soulagés. Sinon, c'est impératif de revenir aux sources, de se traiter au naturel, pas toujours avec des produits chimiques dans les hôpitaux. Oui, les produits chimiques, nous le savons, que lorsqu'on traite un mal, il y a un autre mal qui se cause. Il y a toujours ce qu'on appelle les effets secondaires. Les effets secondaires qu'ils ont dit là, c'est toujours un autre mal qui cause pour toujours retourner à la pharmacie. Donc, ils ont toujours alors qu'avec les plantes naturelles, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc c'est bien pour traiter le mal et le mal disparaît. Bon, c'est vrai qu'il nous reste 5 minutes. Nous allons pouvoir écouter le dernier élément. Il s'agit bel et bien cette fois-ci du secteur artisanat qui était également représenté au cours de cette rentrée culturelle et artistique. Eh bien, donnons la parole au coordinateur également de ce pôle artistique. Bonsoir Sa Majesté. La première question est celle notamment de savoir quelles sont les grandes images que vous gardez de cette rentrée culturelle et artistique. La première, c'est de voir la grande famille des arts et de la culture réunie en un lieu, en un moment. Chacun travaille dans son coin, dans ce pays, pour plein de raisons. D'abord parce que on vit de son travail et chacun est dans son atelier pour travailler et chercher à vivre. La deuxième chose, c'est qu'il y a peu d'occasions où on peut se retrouver, montrer ce qu'on fait, apprécier ce que les autres font. Donc quand l'occasion est fournie comme celle-ci, je pense qu'il y a une chaleur humaine qui se dégage et on s'enrichit aussi du génie camerounais qu'on voit s'exprimer un peu partout comme on l'a vu là. Dans le pôle artisanat, cette année, principalement pour la rentrée culturelle et artistique, qu'est-ce qu'il y avait à voir? Le Cameroun est très riche dans le domaine de l'artisanat d'art et du design. D'abord, les matières premières, les matériaux de base
Nous avons tout ce qu'on peut trouver en Afrique. Et là, c'est une première édition de se retrouver en pôle. Sans ça, on aurait été très très rapidement débordé parce qu'on a autant les métaux, le bois, la terre, les peaux et j'en passe. Rien que ces matériaux de base à partir desquels on fait la céramique, le bronze, la menuiserie métallique, l'ébénisterie, la sculpture, tout ce qui est parure, éléments de décoration. Ça fait beaucoup de corps de métier qu'on retrouve. Tous n'ont pas été là, mais on a eu quand même ici le bonheur de présenter une vingtaine de corps de métier. Et ces corps de métier ont regroupé plus de 70 artistes qui sont venus montrer le savoir-faire, le savoir-être aussi. Et je reviens sur ce génie camerounais. Vous avez vu que nous avons disposé, notre pôle a disposé d'une dizaine de stands dans lesquels on a pu avoir de la sculpture, de la statuaire, on a pu avoir du design à proprement parler, on a pu avoir de l'ameublement, des parures, beaucoup de colliers originaux, des travaux en raffia, en obaume, donc ces textures qui sont particulières au Cameroun, soit pour décorer la maison, soit pour habiller la personne humaine, soit des accessoires pour accompagner le quotidien. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait un engouement particulier autour de ce pôle précis? Oui, nous sommes d'abord spectaculaires et vous avez vu, de loin déjà, il y a un attrait. Il y a un appel, il y a l'œil, et puis le fait aussi que ça participe au confort et à l'art de vivre au quotidien, c'est des arguments qui ont fait qu'ici, on a eu un public très varié, et un public familial, où les parents trouvaient leur compte, les ados trouvaient leur compte, les enfants, les tout petits aussi, se sont amusés, gambardés partout, et les personnes âgées qui ont été très sensibles à la dimension patrimoniale qu'on trouve ici, parce que l'artisanat d'art, c'est aussi la référence aux différents terroirs, c'est la référence aux formes de stylisation héritées, c'est la référence aussi à l'identité camerounaise, et ça a créé un attrait particulier. Maintenant, ajouter à cela le talent des artistes eux-mêmes qui, dans leur variété de style, dans leur variété de provenance régionale et surtout aussi dans la variété de l'offre qu'ils présentaient. La seconde ou la dernière partie de cet entretien, ce sera pour la prochaine édition du Point littéraire et artistique. Le Point littéraire et artistique, équipe de production. Mise en nom d'Ulrich Kemwe, cargrage vidéo Steve de Souza. Régie d'antenne, Yannick Ngelewi, coordination centrale, Roger Keck de Kiki, supervision générale, Emmanuel Noël Bissaï, présentation Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. À mardi. Relax.